Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bienvenue en Amérique latine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable qui vous invite à voyager autrement. Entre déserts salés, ruines archéologiques, forêts, montagnes, plages paradisiaques, déserts, mélange des cultures et j'en passe, du Mexique à la Terre de Feu, l'Amérique latine est le paradis des amoureux du voyage et des aventureux. Alors pourquoi ces pays nous font-ils tant rêver ? Comment les découvrir ? Où aller ? Comment et pourquoi entreprendre dans le tourisme durable en Amérique latine ? Avec nous aujourd'hui pour en parler, Chloé Proust, cofondatrice de l'agence de voyage Tierra Latina. Chloé, bonjour. En 2014, directement après avoir obtenu votre master tourisme à l'UFR Estua de l'université d'Angers, vous lancez avec votre camarade de classe Arthur Teno Tierra Latina, une agence de voyage spécialisée dans les voyages sur mesure en Amérique latine. Alors j'ai de suite deux questions qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat directement après vos études ? Et puis pourquoi l'Amérique latine ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat juste après mes études? Je pense que c'est beaucoup d'inconscience, beaucoup d'insouciance peut-être. Je crois que l'entrepreneuriat, finalement, c'est une question d'oser se lancer. C'est souvent ce qui bloque en fait les entrepreneurs en herbe de passer le pas. C'est de se dire, OK, maintenant je laisse tout ce que j'ai, je laisse mon travail, je laisse mon confort de vie, entre guillemets, pour me lancer dans l'entrepreneuriat et me lancer dans une aventure qui peut être très instable, avec des moments qui sont très difficiles, d'autres moments qui sont très chouettes. On ne sait jamais si ça va marcher. Je crois que le pourcentage, c'est 30% des entreprises survivent aux 3 premières années en France. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc, je pense que le gros avantage de se lancer à 23 ans, fraîchement diplômé, c'est qu'on n'a rien à perdre. Donc, je pense que c'est ce qui m'a poussée à me lancer. C'est beaucoup d'insouciance, c'est-à-dire de me dire, bon, finalement, certes, peut-être que je devrais attendre encore 2 ans de faire mes armes dans une grande entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs font. Mais finalement, quand on se lance dans la vie active et qu'on est déjà dans une entreprise, c'est beaucoup plus difficile d'en partir et on a des choses à perdre. Or, moi, quand je me suis lancée, j'avais rien à perdre. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidée, qui m'a poussée aussi à me lancer. Et puis, pourquoi l'Amérique latine? Bon, ça, pour le coup, c'est une évidence pour moi. Je suis née dans une famille qui est amoureuse de la culture latine en général, de la musique, de l'art, de la peinture, de l'histoire, des civilisations. Donc, j'ai été vraiment baignée dedans dès que je suis née, finalement. Puis, dès lors que je suis allée au Pérou, donc c'était en 2000, c'était quand? C'était en 2011, je crois, 2010 peut-être, pour mon premier stage en Amérique latine. Je me suis retrouvée à Cusco. Pour moi, ça a été une évidence que j'avais quelque chose à faire avec ce continent et qu'il fallait que j'y reste. Et donc votre vision du tourisme durable, elle s'axe principalement sur le côté humain. Vous proposez des voyages sur mesure, personnalisés, loin du tourisme de masse. Aujourd'hui, le tourisme durable s'est développé, mais en 2014, vous deviez paraître un petit peu comme des ovnis à une époque où le tourisme durable était encore à ses balbutiements. Comment est-ce que vous vous êtes adapté au fil des années aux évolutions du tourisme durable en France et en Amérique latine ? Je pense qu'on ne s'est pas adapté, puisque du coup, nous, notre idée de faire du voyage chez l'habitant, c'était dès le début, en fait. C'était dès 2014 qu'on avait cette idée-là. C'est de cette manière-là qu'on a découvert nous-mêmes l'Amérique latine, à savoir par le regard des habitants, parce qu'on avait la chance de parler espagnol, parce qu'on avait la chance d'avoir aussi des amis qui nous ont amenés dans des communautés qui vivaient en autarcie, dans les Andes, qui nous montraient un petit peu une autre façon de vivre et d'appréhender aussi le monde. Donc pour nous, ça a été une évidence que c'est ça qu'on voulait transmettre à nos voyageurs. C'était vraiment de découvrir l'Amérique latine par les habitants. Donc on ne s'est pas adapté en fait au fil des années aux évolutions du tourisme durable, puisque du coup, ce concept-là, nous on l'avait dès le début, on en était assez sûrs dès le début. Et à l'époque, c'était vraiment le début de l'essor fort de Airbnb, en tout cas en France. Donc finalement, le concept de dormir chez l'habitant, parce que à la base, c'est quand même le concept d'Airbnb, du coup, commençait quand même à apparaître. Vous ne vous êtes pas adapté donc aux évolutions du tourisme durable, mais j'imagine que vous avez dû vous adapter à la crise du coronavirus. Quelle est votre vision du tourisme durable un petit peu aujourd'hui post-Covid ?
Il me semble que les voyageurs sont vraiment en quête de sens au sein de leur voyage. Et ça, bien sûr, c'est intéressant pour Tierra Latina puisque c'est ce qu'on propose depuis 2014. Maintenant, il me semble qu'il y a plusieurs choses dans le tourisme durable. Il y a le fait, effectivement, d'avoir une dimension sociale, une dimension éthique par rapport aux populations locales et par rapport aux personnes avec qui on va interagir tout au long du voyage. Mais il y a aussi une dimension environnementale. Et sur la dimension environnementale, je pense que l'industrie du tourisme a beaucoup à faire. Après, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne Tierra Latina, pour moi, l'humain passe avant toute chose. Donc, c'est vraiment pour moi le centre des priorités, le centre de nos priorités et de mes priorités. Donc, c'est vrai que pour les voyages de Tierra Latina, en tout cas, nous, on met l'accent sur l'habitant et sur l'humain en général. Maintenant, je pense que pour répondre à cette question, effectivement, comment je vois l'évolution du tourisme durable, je pense que c'est plutôt sur la partie environnementale que l'industrie du tourisme a beaucoup à faire. Ok, donc vers un tourisme plus vert finalement. Plus vert ou en tout cas vers plus du slow tourisme. C'est-à-dire que quand on part en Amérique latine, c'est vrai que c'est compliqué de partir juste pour une semaine à l'autre bout du monde quand on voit l'empreinte carbone enfin l'impact qu'a juste un vol transatlantique pour se rendre ici. Donc je pense que c'est peut-être plutôt sur ces pratiques-là, c'est-à-dire peut-être voyager un peu plus longtemps, essayer de prendre un peu moins de vols une fois qu'on est sur place, quand c'est possible, parce que ça dépend des destinations aussi. Mais je pense que quand ces aspects-là ne sont pas forcément compensables, dans la mesure où c'est difficile de se rendre aujourd'hui en Amérique latine autrement qu'en avion. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place sur place, notamment par exemple éliminer les bouteilles d'eau, inciter vraiment les voyageurs à utiliser des crèmes solaires biodégradables dès lors qu'ils vont se rendre dans des cénotes, par exemple au Mexique ou juste dans la mer en fait. C'est des petites choses qui sont simples à mettre en place. Éduquer aussi les gens sur la gestion des déchets, par exemple. Quand on part sur un trek en Patagonie, je reviens du trek W en Patagonie chilienne, ils nous le disent à chaque refuge, c'est-à-dire que les déchets que l'on génère sur le trek, il faut les ramener avec nous à la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens, eux, de les traiter sur place. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place en fait, tout au long du voyage et avant le voyage aussi, pour sensibiliser un petit peu les voyageurs juste à la protection de l'environnement et comment est-ce qu'on peut continuer de voyager sur des destinations long courrier en ayant un impact environnemental qui soit le moindre possible. Et est-ce que vous envisagez des mesures pour réduire l'impact environnemental des trajets en avion, etc. Alors ça, c'est des choses qui sont déjà mises en place dans l'industrie du tourisme pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir des compensations carbone. Alors Voyageurs du Monde est un très bon exemple. Par exemple, ils font des voyages empreinte carbone neutre, je crois que c'est ça leur promesse. Et eux, du coup, ils font de la reforestation à côté. Enfin, en fait, ils vont avoir de l'argent qui va être reversé à des fondations ou des ONG justement pour compenser l'empreinte carbone. Donc nous, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place ici de notre côté. Je trouve que c'est des beaux projets, mais je pense aussi que pour moi, c'est important de sensibiliser le voyageur dans ses pratiques à lui. Pour moi, c'est important en fait de vraiment que chacun se sente partie prenante finalement de cet effort collectif de faire que le voyage et le tourisme ne soient pas des activités qui soient polluantes, mais finalement de sensibiliser tout le monde en fait à ça. Et comme je disais, par exemple, ne pas acheter de bouteilles d'eau. Alors, du coup, si on n'achète pas de bouteilles d'eau, il faut pouvoir proposer des alternatives, c'est-à-dire des fontaines à eau potable dans tous les hôtels ou tous les endroits dans lesquels on va se rendre. Il y a pas mal de choses qui sont à faire sur place, je pense, au-delà de juste la compensation carbone par la reforestation, qui pour moi, du coup, est hyper intéressante. Et c'est pas l'un ou l'autre, je pense que ça peut être l'un et l'autre. Mais je trouve que c'est important aussi de faire un peu d'éducation environnementale pendant les voyages, auprès du voyageur final. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet épisode, puisque à travers ce podcast, on essaye également de faire voyager nos auditeurs. Alors là, je vais vous poser quelques petites questions rapides sur les pays d'Amérique latine, et puis ce sera à vous d'y répondre. Alors, un pays pour découvrir l'Amérique latine côté aventure et sport. Côté aventure et sport, je pense que je répondrais le Pérou, puisque finalement c'est un pays où on peut faire pratiquement toutes les pratiques sportives qui existent. Et côté aventure, je pense qu'on peut avoir de très belles expériences aussi, puisque c'est un pays qui s'y prête beaucoup. Côté détente maintenant. Je pense que la péninsule du Yucatan au Mexique reste la meilleure option pour se détendre. Un pays côté culture.
Côté culture, il me semble que, encore une fois, je citerai le Pérou, le Mexique également, puisque du coup, on a tout l'héritage des civilisations Inca, des civilisations Maya au Mexique et Inca au Pérou. Donc, je pense que côté culture, c'est intéressant. Et je parlerai peut-être aussi de la Bolivie et de la Colombie qui ont un héritage culturel qui est très, très fort sur place. Côté nature, Costa Rica sans hésiter, parce que c'est quand même le pays qui a le plus de parcs nationaux par rapport au kilomètre carré de terre. Donc c'est clair que le Costa Rica, c'est la destination nature par excellence d'Amérique latine, voire du monde. votre plat préféré d'Amérique latine? Mon plat préféré en Amérique latine, je crois que je suis très attachée aux empanadas argentinas surtout. Donc les empanadas, c'est des espèces de petits friands, des chaussons finalement, des chaussons feuilletés, mais plus salés. Maintenant, une question un peu difficile peut-être. Votre destination préférée en Amérique latine, si vous ne pouviez en choisir qu'une seule? Je crois que je crois que le pays dans lequel je prends le plus de plaisir à retourner, à revisiter et à faire découvrir à mes proches, c'est l'Argentine. Tout simplement pour les paysages complètement dingues qu'on y trouve, pour l'accueil des habitants. Les Argentins sont très accueillants et culturellement parlant, on n'est pas si éloigné finalement que ça de l'Europe. Donc il y a cette espèce de culture créole, comme ils disent eux, sur place, cultura criolla, qui fait qu'on se sent vite à la maison aussi. Votre plus beau souvenir en Amérique latine? Je pense que sans hésiter, même si je reviens d'un magnifique trek en Patagonie chilienne, comme je le disais, je pense que sans hésiter, ça va être le Salar de Uyuni en Bolivie, donc c'est le sud-ouest de la Bolivie. Et donc c'est un tour qu'on peut faire sur 3 jours. Où, du coup, on part de Bolivie, on arrive au Chili, à San Pedro Atacama, et on traverse des déserts de sel, des lagunes roses, rouges, vert émeraude. On voit des flamants roses, il y a des volcans. Enfin, c'est des paysages qui sont complètement hallucinants et le fait de passer 3 jours à traverser ces paysages-là sans croiser d'autres voitures, sans croiser de routes, sans croiser de villages, c'est une expérience qui est assez hallucinante. Et puis enfin, votre plus belle rencontre? Eh ben, je pense que ma plus belle rencontre en Amérique latine, j'en ai eu beaucoup. Ce serait difficile de choisir. Je pense que je pourrais pas choisir. Euh, Comme je l'ai dit, pour moi, le plus important dans les voyages en Amérique latine et dans ce que je propose, c'est l'humain. C'est pour ça que j'ai monté Tierra Latina. C'est pour ça que je me réveille tous les matins. C'est parce que je suis tellement contente de travailler avec tous les autres, tous les guides, tous les chauffeurs que j'ai rencontrés sur place. Certains d'entre eux sont des amis aujourd'hui. Donc, je pourrais pas choisir. Je pense que toutes les belles personnes avec qui on travaille grâce à Tierra Latina sont des très belles rencontres et je pourrais pas choisir. Dernière question avant de conclure cet épisode. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le tourisme pendant ou à la suite de ses études, comme vous l'avez fait finalement? Eh ben, je répondrai par une citation de Xavier Dolan que j'aime beaucoup, qui est un cinéaste québécois brillant. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, c'est ça mon conseil. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer? Ce que j'aurais envie de conclure, c'est que je pense que la pandémie nous a appris beaucoup et que là, avec le contexte actuel de guerre en Ukraine, de reprise du coronavirus en Chine, de la pandémie qui n'est pas complètement terminée, moi, ce que je sens, en fait, c'est que beaucoup de personnes, finalement, ont peur. Enfin, peut-être des voyageurs qui, à la base, n'allaient pas partir très, très loin de chez eux parce que peur de l'étranger, peur de partir loin de chez soi, peur de plein de choses. J'ai l'impression que la pandémie est venue cristalliser un petit peu ces peurs. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que ça sert à rien de rester chez soi. Ça sert à rien de rester dans ses peurs. C'est pas comme ça qu'on avance, il me semble. Et je pense qu'il est vraiment grand temps de sortir de chez soi, de sortir de sa ville, de sortir de son département, même si c'est juste pour rester dans sa région. Mais voilà, aller à la rencontre de l'autre. Voilà, je pense que c'est ça il faut être très attentif à ça en fait dans les mois et dans les années qui viennent. C'est ne pas avoir peur de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et peut-être que demain, ce sera à nous de migrer dans d'autres pays. Et on sera tellement content d'avoir des personnes qui nous reçoivent à bras ouverts et sans condition. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci beaucoup Chloé pour ce petit message de fin et merci à vous, chers auditeurs, pour être restés jusqu'au bout de ce podcast. Muchas gracias a todos por escuchar y los espero acá en América Latina. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous attends en Amérique latine.
Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Comme Chloé vous l'a dit, on vous donne rendez-vous en Amérique latine. Mais avant ça, on vous met tous les liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Tira Latina pour plus d'informations. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.